tous. Je vais vous demander de terminer un petit peu l'installation. Donc ce matin, c'est un grand succès, l'expérience de paysage. On est très contents. On va essayer d'être tous bien calmes et bien sages. Vous avez éteint vos téléphones portables? C'est bon? Et donc pour introduire cette invitation collective du paysage de l'après-pétrole, voilà, nous qui croyons tous au Dieu paysage, en ce week-end pascal, nous avons le plaisir d'accueillir le collectif du paysage de l'après-pétrole, collectif d'experts, de chercheurs, de philosophes, d'agronomes, de paysagistes, professionnels de l'aménagement, qui se sont réunis hier pour leur assemblée générale sur le plateau de Saclay. Ils ont donc fait cette messe Orbi. Et qui aujourd'hui entame cette deuxième messe Urbi, puisqu'on est en ville, au pavillon de l'Arsenal. Donc le collectif du paysage après pétrole produit du savoir, des ouvrages, il y a un comité éditorial, il y a un manifeste qui a été écrit, et puis vous pouvez voir en sortant cette exposition qui vient d'être réalisée sur les paysages pour demain. Et puis, c'est aussi un collectif qui accompagne les territoires dans des démarches paysagères, qui accompagne des travaux d'école, mais aussi des travaux d'agence. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes qui incarnent, en fait, et qui ont été choisies par le collectif pour incarner la philosophie du collectif. Odile Marcel, qui est philosophe et présidente du collectif Paysage de l'après-pétrole. Ensuite, nous aurons une intervention de Rémi Janin, paysagiste, agence La Fabrique, et l'agence Initiale Paysage. Donc, voilà, à vous de nous expliquer ce qu'est un paysage de l'après-pétrole et quelles sont ces mutations entre éthique et esthétique qui sont en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui concerne le paysage est quelque chose de très enraciné dans notre intimité. Ce qui nous voue à nous intéresser aux questions de paysage est quelque chose qui est très profond en nous et très personnel. Donc je vais me permettre une petite exploration anthropologique sur la base d'un témoignage qui sera un témoignage personnel. Donc si je réfléchis à ce qui m'a engagé dans les questions de paysage depuis assez longtemps quand même, je pense que ça remonte très loin dans l'enfance, dans des expériences vraiment principielles qui m'ont construite. Et ces expériences se sont passées dans une vallée des Vosges. Donc à l'époque, je pensais que c'était la nature, et je trouvais quelque chose de splendide, qui était la forêt vosgienne, qui est très riante, et les prairies, qui sont extrêmement lumineuses. Il y avait quelque chose dans le climat de tout ça que je trouvais ravissant, et je jubilais, je me sentais bien. C'était un endroit où j'étais à ma place, et où le monde me donnait une leçon d'euphorie et de perfection. Évidemment qu'il y avait des raisons diverses, psychologiques, à cet état dans lequel je me trouvais, mais ça s'exprimait sous la forme donc d'une expérience esthétique, d'une contemplation, d'un moment de ravissement qui s'est reproduit au cours de ma vie, comme vous le connaissez, des satori paysagers, on en a tous, et ça nous nourrit, ça nous adosse, ça nous remet dans une posture où les possibles du monde sont actualisés, et ça nous remet en confiance pour faire face aux défis dans lesquels nous avons envie de nous engager. Dans cette Alsace, il y avait un fond religieux, je reprends ce que disait Béatrice, c'était plutôt protestant. Les protestants sont très sérieux. Donc il y avait cette balance entre la jubilation, l'extase, la contemplation et le devoir. Le devoir du sérieux quotidien dans l'engagement de la place qu'on occupe. La vision religieuse, c'est que l'homme est faillible. Et en m'engageant dans la philosophie au cours du temps et en mûrissant ma réflexion, j'ai compris qu'en Europe, depuis le XVIIIe siècle, on était moins sur ce thème que sur l'idée que l'homme était perfectible. Et que notre tâche à tous était de prendre place dans ce travail, dans ce débat, dans cet engagement. Et peut-être en transposant cette question de la perfectibilité,
à la question du système social. C'est-à-dire qu'effectivement, en Europe, on est la seule civilisation qui se soit dite qu'elle pouvait œuvrer à optimiser la société. Qu'en fait, notre destin est un destin social et que si nous voulons aller vers une vie accomplie, il faut réfléchir à ce qui nous lie, les principes, les règles, les lois, les institutions. Et donc, les philosophes de l'Occident se sont préoccupés de cette question de l'optimisation du système social, de réformer la société pour que le destin humain s'accomplisse. Si je réfléchis à ce qui a nourri la constitution du collectif PAP, je pense qu'il y a cette double polarité, c'est-à-dire le fait que l'intuition esthétique nous met en face d'un accomplissement jubilant, qui sont les promesses de l'existence. Et nous sommes aussi des gens vigilants et sérieux sur les diagnostics, les alertes, les alarmes et les raisons qui font qu'il faut essayer d'avancer. Et je crois que ce qui nourrit le collectif PAP, c'est le sentiment que nous pouvons le faire et qu'il faut que nous restions vigilants sur ce qu'il y a à faire. Mais nous voulons le faire. Et donc il y a une balance entre ce que certains philosophes appellent le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté, le fait d'être dans la lucidité d'une part et dans l'engagement de l'autre, et l'engagement convaincu des possibles du génie humain. Freud avait aussi raconté des choses de ce type avec la pulsion de mort et la libido qui, elle, construit et permet aux hommes peut-être d'avancer dans le sens de leurs rêves. Voilà, donc le collectif, je pense que c'est essentiellement ça, c'est cette balance. Ça part donc de diagnostics d'insatisfaction quand même, d'inquiétude, de perplexité face à ce qui s'est passé au niveau de l'aménagement depuis peut-être les années 1945. On a l'impression qu'il y a une rupture dans l'histoire de l'aménagement, qu'il y a une façon tout à coup, les choses se sont emballées, et où on a fait donc énormément d'interventions avec peut-être un certain déficit de l'art de faire, et que donc il est temps qu'on reprenne les choses en main pour aller vers quelque chose de plus raisonnable. Ce diagnostic est partagé de façon différente chez nous tous. C'est fortement renforcé par les alertes depuis les années 90 sur la question des ressources, sur la question donc de l'adossement de notre société à des réalités naturelles qui semblent être quand même mises à mal par le type de développement que nous nous sommes donnés. Et donc ces alertes, qu'elles soient sur la biodiversité, sur le climat, sur l'équité aussi, puisqu'il y a ceux qui bénéficient et ceux qui sont pénalisés, nous a fait apparaître l'urgence d'essayer d'orienter le développement social vers quelque chose qui soit plus en phase avec, encore une fois, des valeurs qui viennent de loin, qui sont des valeurs d'accomplissement de chacun d'entre nous dans une société où un certain nombre d'idéaux soient réalisés. Donc nous sommes sur cet engagement de large échelle, et ce qui construit le collectif, c'est l'idée que les professions de l'aménagement sont bien placées pour, d'une part, apporter des solutions, et d'autre part, faire passer des messages qui peuvent peut-être accélérer ce processus dont nous sommes fort inquiets de voir que, bien que les vigilances scientifiques soient tout à fait claires, on ne voit pas comment c'est pris en compte par la société et par les décideurs, que ce soit ceux de l'économie ou que ce soit ceux de la politique. Donc au collectif, on est en position personnelle de militantisme sur l'idée qu'il faut accélérer tout ça pour arriver à des bonnes solutions. Et nous avons l'impression qu'en tant qu'aménageurs, nous tenons une bonne piste précisément pour aller vers quelque chose qui serait souhaitable et qui serait peut-être même optimisé. Et que donc, ça peut faciliter cette transition et apporter des solutions, que les logiques d'aménagement donc durable que la démarche de paysage permet sont ce qui permettra à la société de perdurer sur des fondamentaux équitables. Les messages qui sont les nôtres, bon, vous les connaissez peut-être plus ou moins, c'est l'idée essentiellement de solutions locales impliquant un diagnostic sur les ressources, sur les identités, sur les dimensions culturelles, et allant vers des solutions multifonctionnelles, avec l'adossement de l'acquiescement des populations et de leur participation, et ceci dans une visée du meilleur et donc dans un souci de la beauté. Nous développons ça sans cesse, donc je n'ai pas 3 quarts d'heure pour faire le cours, donc je fais que mentionner ça comme ça. Donc comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, nous faisons des publications, nous faisons des études, nous cherchons essentiellement à observer la façon dont, d'ores et déjà, dans différents territoires, s'est engagé ce processus de transition, d'appel vers, encore une fois, de réaliser ces valeurs qui sont les nôtres, qui fondent notre Europe, et
la façon dont des territoires sont déjà en train de tenter cette chose-là et d'agir donc sur des solutions d'aménagement permettant cette réalisation équitable. Et donc notre travail, c'est d'essayer de lire ce qui se met en jeu, qui est forcément extrêmement complexe, et d'arriver à en extraire certaines règles qui permettraient peut-être, si elles deviennent lisibles, d'être mieux partagées. Donc c'est un travail un peu de longue haleine, de finesse, pour arriver à un message et une méthode. Et nous avons des visées à différentes échelles, puisque en France, on a l'habitude quand même d'être bien gouverné. On a l'idée qu'on a des gouvernements qui prennent les bonnes décisions, qui nous permettent de vivre ensemble. Donc, je vois des sourcils qui se lèvent, mais l'idéal du bon gouvernement, c'est quand même quelque chose qui fonde nos révolutions. Excusez-moi, on a fait des révolutions pour arriver au bon gouvernement. Et donc, une de nos cibles, c'est quand même que ces messages passent dans une politique officielle. Alors, on n'est pas naïf au point de... On pense qu'un beau jour, on en aura besoin. Donc, nous cherchons à inspirer des politiques. Et par ailleurs, nous cherchons à inspirer aussi au niveau de la décentralisation, des initiatives politiques qui actuellement viennent beaucoup plus des villes ou des territoires ou des collectivités. Et donc, nous cherchons à contribuer à l'impulsion qui est déjà présente dans certaines expériences, en France, en Europe et dans le monde, pour qu'encore une fois, ces bonnes expériences soient plus largement partagées. Notre ambition, c'est donc évidemment de changer le monde, de changer la société, d'arriver vers quelque chose qui nous parfasse, enfin, qui aille vers une certaine forme de perfection et d'accomplissement. Nous savons le décalage entre le réel et l'idéal. Ça ne nous empêche pas d'avancer vers l'urgence de faire ensemble un monde qui soit, je ne sais pas s'il faut continuer à dire meilleur, mais en tout cas qui soit le bon. Et ce bon, il sera quand même extrêmement nouveau, ce sera très différent, puisqu'on a en Europe des modes d'accomplissement dont on sait qu'ils ne sont pas exactement partagés. Donc le monde qui nous attend va être très différent. Et c'est pour ça que c'est extrêmement positif de voir des gens qui ont 25 ans et qui veulent y aller. Donc ils vont vous expliquer de quelle façon ils veulent y aller, et de quelle façon ils y vont plutôt. Donc Rémi Janin, paysagiste, qui fait partie du collectif Paysage de l'après-pétrole depuis son origine et qui a récemment édité un ouvrage sur les révolutions agricoles qui raconte parfaitement l'histoire de l'agriculture, les enjeux actuels et la projection qu'on pourrait faire sur les paysages agricoles. Alors bon, j'ai un tout petit peu plus que 25 ans, mais bon, pas très loin quand même. Et alors je parlerai plus aussi de pratique. Voilà ce que disait Béatrice. Ça fait donc plusieurs années que je suis donc au sein du collectif. C'était pour moi un accompagnement, ou en tout cas aussi un prolongement d'une pratique qui remonte en partie à un travail d'agence. Donc depuis à peu près 10 ans, j'avais donc fondé... Attendez, je vais juste le mettre en plein écran. J'avais fondé en 2007 avec mon frère, donc Pierre Janin, architecte, une agence donc, qui s'appelle Fabrique, et qu'on avait créé dans le prolongement immédiat d'un travail de diplôme. On avait choisi donc de le conduire sur la ferme d'élevage familial, donc la ferme sur laquelle on avait grandi. Et dans ce prolongement, on avait commencé cette pratique d'architecte, de paysagiste, en pour nous se questionnant, ou en tout cas en ayant l'envie, le souhait d'investir des questions plutôt liées donc à l'agriculture, liées à la ruralité, et puis plus largement aux relations entre le projet agricole et le projet urbain. Ensuite, donc cette ferme, donc c'est une histoire très, très particulière. Mais cette ferme, donc c'était notre mère qui en était l'agricultrice principale, qui a pris sa retraite cette année, et plus personnellement, je reprends sa suite en tant qu'agriculteur sur ce site, qui fait qu'aujourd'hui ma pratique principale devient une pratique agricole, en tout cas centrale, en ayant une pratique de paysagiste concepteur parallèle, donc toujours présente mais plus marginale, même si pour moi devenir agriculteur reste, ou en tout cas est une autre manière d'être ou de devenir paysagiste, ou d'être dans le paysage, de le fabriquer ou de l'investir. Et ensuite j'ai aussi une pratique associée d'enseignement donc à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et sachant que cette ferme aussi, pour en reparler très rapidement, c'est une ferme donc d'élevage qui élève des vaches et moutons pour la production de viande.
qui se trouve dans le nord du département de la Loire, donc pas très loin de Lyon, et qui est en agriculture biologique et en vente directe depuis plus de 25 ans, donc avec un engagement environnemental assez fort et assez ancien. Et alors, sur ces questions, ou en tout cas par rapport à la question des paysages de l'après-pétrole, donc je l'aborderai ici plutôt par rapport à la dimension nourricière, voilà, qui est plus l'objet sur lequel je travaille en grande partie. Et on part donc, nous, très souvent d'un constat, en tout cas, de reconnaître ce fait, même si ça peut paraître évident, qu'on est aujourd'hui dans des sociétés devenues extrêmement urbaines, finalement une situation très inédite, qui ne s'était jamais produite, même dans l'histoire de l'humanité, où une part très faible aujourd'hui de la population a la charge nourricière, ou en tout cas la responsabilité nourricière, et qui fait, donc on le sait en Europe, voilà, c'est 3 à 4% de la population active qui est agricole, ou qui reste agricole, et à l'échelle mondiale on a eu ce basculement aussi où depuis 10 ans à peu près la majorité de la population est devenue et devient urbaine. Et avec cette question de reconnaître donc ce changement très profond, à la fois physiquement et culturellement, enfin de rapport au monde et de manière de l'habiter, et le fait aussi que plus une société est urbaine, et plus elle est nécessairement agricole, c'est-à-dire que la ville ou une société urbaine est un projet nourricier, ou en tout cas porte un projet nourricier en elle, enfin qu'on le veuille ou non. Les deux sont totalement liés, et pourtant on voit bien cette dissociation de projets, notamment entre projet agricole, projet urbain, où les deux, aussi depuis plusieurs décennies, se pensent, se réfléchissent de manière totalement dissociée et juxtaposée, alors qu'ils sont indissociables et totalement communs. Donc il y a cette question qui est aussi plus générale, mais pour nous, alors voilà, de développer, qui rejoint aussi d'autres thématiques, voilà, investies par le collectif, mais de développer notamment une sorte d'urbanisme agricole, ou en tout cas d'hybridation, de faire que la ville, ou en tout cas ou que l'agriculture soit une dynamique à part entière et consciente du projet urbain et de la construction de la ville et première, et d'imaginer de nouvelles formes de paysages à partir de là, à la fois nourriciers, urbains et partagés. Et en partant aussi des formes existantes. Et au-delà, c'est aussi cette envie ou cette question qui est en tout cas de penser ou de reconnaître qu'en étant paysagiste notamment, mais avec d'autres, c'est un moyen qui nous semble important et aussi privilégié pour quitter la seule planification qui a quand même abouti ou créé une sorte de zonage aujourd'hui des fonctions et des espaces, et pour penser le paysage à partir du sol, de le penser dans ses usages, dans ses temporalités, dans sa complexité, et de décloisonner, d'effacer les limites qu'on tient ou qu'on tend à contenir encore entre les différents espaces, et de mélanger différentes fonctions, les différents usages et la manière d'habiter et d'être vivant dans ces espaces. Et notamment sur la question agricole, alors j'en parlerai à partir de quelques exemples, mais en partant notamment pour essayer d'imaginer ou de proposer ces nouvelles formes de paysages, de ce dont nous héritons, que ce soit des multiples espaces ruraux, de campagne, des espaces périurbains ou des villes plus denses. Mais par exemple sur la question des campagnes, il y a cette envie que ces campagnes investissent, ou en tout cas engagent une transition aujourd'hui à la fois nourricière, environnementale et urbaine. Alors c'est ce qu'on essaye donc de faire en partie, et puis à cette échelle-là sur la ferme donc, où on est basé, et qu'aujourd'hui voilà, je pratique principalement en tant qu'agriculteur, mais d'essayer voilà, d'imaginer ces nouvelles formes de paysages à la fois nourricières dans le sens où ces espaces aujourd'hui pris dans des sociétés donc urbaines, c'est-à-dire on le sait, enfin dans les campagnes, les agriculteurs sont là aussi minoritaires et sont dans des espaces qui aujourd'hui sont partagés, sont habités, vécus et pratiqués par des publics qui majoritairement n'ont plus ce rapport nourricier avec ces espaces, et d'imaginer cette transition voilà, en pensant plutôt des formes nourricières réfléchies par rapport aux territoires dans lesquels elles se trouvent, et pour alimenter d'abord ces territoires, au lieu d'être lancés dans des schémas plus mondialisés ou des flux d'export, où très souvent d'ailleurs l'agriculture est perdante dans ces schémas. La question aussi voilà, environnementale, c'est vraiment pour nous le fait de reconnaître, alors c'est une ferme qui est en agriculture biologique, ce que je disais tout à l'heure voilà, depuis un certain temps, mais de reconnaître voilà, que l'agriculture, ou en tout cas proposer que l'agriculture conventionnelle, quelque part, voilà, engage vraiment cette transition environnementale, et quitte ces formes héritées de l'après-guerre,
qui propose un rapport au vivant et à l'espace finalement peu durable, ou en tout cas qui paraît dépassé par rapport aux enjeux notamment environnementaux qui se présentent, actuels et futurs, et que ces formes d'agriculture durable, qui pour nous sont vraiment des formes agricoles modernes, nouvelles, s'affirment comme contemporaines et proposent des nouvelles formes de paysage, aussi de nouvelles formes d'esthétique et de nouvelles formes de rapport au vivant, et en allant vers des formes agroécologiques dans ces territoires. Et puis enfin urbain, dans le sens où l'agriculture pour nous doit, dans ces espaces, non pas être cloisonnée, mais à l'inverse proposer vraiment des paysages qui soient donc nourriciers, écologiques, mais pleinement dynamiques aussi de ces usages, de ces appropriations et de ces multiplicités de pratiques et de manières d'habiter la campagne. Et par exemple ici, alors très, très rapidement, mais c'est l'espace de culture de la ferme. Un espace qui, alors je le dirai très brièvement, mais qui est pensé donc pour l'alimentation animale, avec une visée d'autonomie sur la ferme, qui allie à la fois donc des graminées, des légumineuses, qui nous permettent d'être autonomes en termes de protéines, aussi d'enrichir le sol naturellement en azote. Il y a vraiment cette question d'autonomie et de n'avoir aucun apport ou intrant extérieur. Et en même temps, cet espace est passé en 10 ans, on l'a transformé de cette manière, de 2 parcelles de 5 hectares à aujourd'hui 11 bandes très fines perpendiculaires à la pente, qui nous permettent de gérer et de limiter l'érosion. Sachant qu'on travaille aussi cet espace désormais sans labour, qui renforce aussi la gestion de cette problématique. Et en même temps, ce côté esthétique que disait tout à l'heure Odile Marcel, c'est-à-dire cette recherche de nouvelles formes de paysages très mouvants, très mobiles. C'est-à-dire que l'agriculture propose aussi ça, c'est-à-dire une mobilité paysagère extrêmement forte et presque insaisissable, qui est sans cesse en mouvement. Et en même temps, il y a ce jeu en fonction des rotations, où quand on vient travailler certaines de ces bandes, parfois on a 2 bandes travaillées qui se touchent, et on laisse des chemins enherbés qui sont à la fois utiles aux circulations agricoles, qui nous permettent de densifier nos déplacements dans cet espace et de les limiter au minimum. Et dans ce même temps, ces chemins sont connectés avec les réseaux de randonnée publics qui sont autour, et devient vraiment un espace à la fois nourricier, agricole, mais qui porte ses usages et ces différentes pratiques de la campagne. C'est aussi cette recherche de nouvelles typologies, même paysagères. C'est-à-dire là, c'est un travail qu'on a fait sur certaines parties boisées, où désormais les troupeaux investissent ces espaces, donc de prébois, qui leur permet d'avoir un abri à la fois l'hiver comme l'été, et en même temps de créer des typologies qui pour nous n'existaient pas sur cet espace, et d'avoir aussi cette diversité, cette proposition de nouvelles formes de paysages. Et puis enfin, c'est aussi sur la question de la sobriété, de la frugalité, c'est-à-dire comment on construit cet espace partagé. Alors ici, c'est dans des petits parcs pâturés de fond de vallée qu'on met en place, avec des rotations de troupeaux beaucoup plus fortes et beaucoup plus brèves. Et des systèmes d'investissement ou de traversée de ces espaces faits à partir d'éléments de récupération. Donc là, c'est par exemple des parpaings ou des planches récupérées, et un vocabulaire de temporalité, c'est-à-dire quand un pré n'est pas occupé par les animaux, on le laisse ouvert à d'autres usages. Ou ici, c'est la même chose, vraiment sur des parties très humides de fond de vallée, avec des planches récupérées qui nous permettent d'approcher les animaux, et en même temps sont laissés accessibles à d'autres publics à certains moments de l'année. Ou ici, tout un travail, je passe assez vite, mais par exemple sur les mares, où on vient fermer les mares pour que les troupeaux les abîment pas, mais en même temps, ça nous permet d'avoir une qualité d'abreuvement beaucoup plus forte et une biodiversité associée beaucoup plus riche. Et puis ce jeu aussi d'un travail sur un vocabulaire presque de la campagne ordinaire ou contemporaine, où là c'est des systèmes de retenue, de filtration de l'eau, mais juste avec des tuyaux béton, des baignoires récupérées, comme le font beaucoup d'agriculteurs, et d'être dans cette aussi invention où on recherche de détournement, de simplicité, d'économie pour construire ces espaces. Et puis enfin, il y a toute cette dimension d'hybridation. Par exemple, ça, c'est un travail qu'on a fait sur les bâtiments. On avait beaucoup de bâtis sur ce site en friche qui n'étaient plus utilisés du fait des différentes évolutions du système agricole. Et par exemple, ça, c'est l'ancienne grange étable. On a supprimé un plancher, on l'a ouvert, qui nous permet d'optimiser la gestion du stockage. Et en même temps, on sait qu'on a des vides d'usage du mois de mars au mois de juillet, une fois que le foin a été distribué pendant l'hiver et avant que la grange n'accueille à nouveau l'ensemble du fourrage,
ou on l'utilise pour d'autres usages, même des événements festifs. Mais cette question d'hybridation, c'est-à-dire de comprendre ces temporalités dans la même épaisseur de ces espaces, et cette épaisseur aussi d'usage, et que les deux se mêlent et ne soient pas dans une juxtaposition permanente, ou enfin voilà, autour de ce site, autour de la ferme, depuis à peu près 10 ans, donc il y a aussi une association qui s'est créée autour de ce lieu, avec l'envie de porter de nouvelles formes de représentation, mais aussi d'usage ou de partage de fabrication et de la pensée de cet espace, et qui porte des événements culturels différents, qui peuvent passer par l'intervention d'artistes ou d'autres événements beaucoup plus habituels, comme ici, c'est au bord de l'étang, sur la ferme, voilà, où viennent souvent les troupeaux, mais ici pour des représentations. Ou par exemple, ça c'est des installations qu'on a fait pour questionner un peu l'espace agricole, où là c'est un pré à moutons qui a été transformé en golf pendant quelques jours, qui questionnait un peu sur l'idée du ring, où les gens tapaient autant dans les crottes des moutons que dans les balles qu'il pouvait y avoir. Mais cette question un peu d'hybridation, de questionnement de l'espace rural, de ses usages, de ces nouvelles appropriations possibles, où là c'était un loto-bouse. Donc voilà, on avait fait un quadrillage dans un pré où le principe était que le public pariait sur les cases où les vaches allaient bouser. Mais en tout cas, vraiment cette idée presque festive de cet espace agricole, de ce qui peut se passer autour. Et aujourd'hui, cette ferme, alors ce que je disais, ça se passe à cette échelle, mais en tout cas, prend cette dimension de presque parc partagé, à la fois nourricier, à la fois vivant et ouvert, mais dans cette idée vraiment de campagne contemporaine, actuelle, à la fois donc nourricière, écologique et urbaine quelque part, dans le sens de cette participation active à un territoire, à sa vie, à son partage. Et puis après, alors peut-être pour aller plus sur d'autres espaces, mais qui en même temps proposent ou posent les mêmes questionnements. Sur la question des espaces périurbains, alors là c'est ici une carte qui est issue d'une étude qu'on avait faite en 2009, donc autour de Clermont-Ferrand. On se rend bien compte, voilà ce que je disais aussi tout à l'heure, de cet enclavement aujourd'hui de l'agriculture, des agriculteurs aussi, donc dans ces sociétés urbaines, et notamment à cette échelle de métropole moyenne, de Clermont-Ferrand, mais qu'on retrouvait aussi dans beaucoup d'autres situations d'agglomération de métropole. On arrivait assez vite à recenser des sortes de grandes enclaves agricoles qui s'étaient retrouvées prises dans ces infrastructures et ces tissus urbains de manière très souvent involontaire. Voilà, qui présentait ces formes. Parfois, l'agriculture venait à disparaître totalement. Mais en même temps, avec cette idée aussi de se dire, si on inverse cette sorte de regard, si on fait que l'agriculture devient centrale, ou en tout cas la question nourricière, il y avait cette proposition qui commence à exister aussi dans beaucoup d'autres endroits, mais de se dire que c'est notamment à partir de ces enclaves agricoles qu'elles puissent devenir des sortes de grands parcs agraires, en tout cas une sorte de nouvelle ossature des métropoles, avec des espaces donc à la fois nourriciers, à la fois urbains, qui prennent cette dimension d'ouverture, de structure de ces espaces. Par exemple ici, voilà, c'était tout un travail qui avait été fait sur comment faire évoluer ces espaces pour aller vers vraiment des formes nourricières, pensées pour les bassins urbains dans lesquels elles se trouvent. Ici, c'est un autre travail qu'on avait fait sur Lausanne, en Suisse, là aussi à l'échelle d'une enclave agricole d'une centaine d'hectares, et en travaillant vraiment sur des nouvelles formes agricoles à partir des espaces existants, et de ce vocabulaire, voilà, d'un nouveau vocabulaire possible de parc agraire, où ça c'était une autre étude où on avait accompagné une association, donc là c'est sur Roanne, où une collectivité, la communauté d'agglomération, avait acquis 100 hectares de terres extrêmement fertiles pour l'essentiel, et on avait porté là aussi une démarche en disant d'utiliser, ou en essayant de proposer l'utilisation de ces espaces fertiles pour installer des agriculteurs, pour créer un espace qui ait toujours cette dimension à la fois nourricière et urbaine, et d'installer plutôt les industries si elles viennent à arriver, ce qui n'était pas forcément le cas dans cet espace, mais qu'elles s'installent sur des sols qui étaient recensés autour, déjà pollués, ou dans des friches industrielles, d'avoir vraiment cette vision du sol fertile, de l'économie, des moyens aussi qu'on met, et cette dimension voilà, d'espace à la fois partagé et actif.
Et puis, alors là, voilà, c'était aussi sur ces toujours des espaces. Là, on est donc dans des tissus industriels, mais où finalement, on se rend compte, justement, dans cet héritage de ces, notamment des tissus périurbains, que ça reste des potentialités assez fortes aussi de projets, notamment en termes d'hybridation possible, par la porosité qu'ils présentent, par la juxtaposition de ces grands zonages qui finalement ont mis les uns à côté des autres des pièces très différentes d'habitat, d'agriculture, de commerce ou autre, et que toute cette porosité finalement permet autant de déclenchement de projets. Ici, c'était l'installation de maraîchers dans des délaissés entre des bâtiments industriels, en récupérant l'eau des toitures, enfin, en jouant sur cette insertion possible, où là, un autre travail voilà, sur des possibles quartiers agricoles, de densité du bâti, mais construit autour d'espaces là aussi nourriciers, mais avec des formes partagées de vergers, de systèmes de pâturage. Et enfin, cette question des villes denses, qui pour nous, voilà, il nous semble, peuvent participer d'un même mouvement, d'une sorte de ville fertile et nourricière, où là c'est un travail sur les plantations urbaines. Alors c'était aussi en Suisse, mais comme le font les incroyables comestibles depuis aussi de nombreuses années, ou d'autres formes très souvent associatives, issues de la société civile, où là c'était une expérience qu'on avait fait en 2007, voilà, de pâturage urbain dans le centre de Lyon, au parc de Gerland, mais en se disant voilà, qu'il peut y avoir cette possibilité de mélange très ouverte, en ayant toujours cette attention donc, au sol fertile, au sol vivant, qui pour nous est le premier substrat de construction et d'attention, avant de créer de nouveaux sols, voilà, qui souvent demandent une complexité assez forte en termes de constitution et d'utilisation. Et en se disant, voilà, en tout cas, c'est cette envie de penser ce décloisonnement, c'est-à-dire ce mélange des usages et des projections, et en se disant voilà, qu'en tant que paysagiste notamment, et avec d'autres, mais que les moyens du paysage, et ce que disait aussi Odile Marcel tout à l'heure, nous semblent être des moyens privilégiés, enfin, la démarche paysagère aussi, pour accompagner. C'est vraiment une proposition aussi d'accompagnement de ces transitions, qu'elles soient, donc, comme ici, nourricières, mais aussi plus largement énergétiques, économiques, ou en tout cas dans une visée d'une transition beaucoup plus globale. Et en se disant voilà, que le paysage, comme moyen, est vraiment une manière pour nous à la fois d'anticiper, d'imaginer, de proposer des nouvelles formes spatiales qui soient vraiment dans cette visée de formes souhaitables, durables, partagées, les plus collectives possibles. On parle vraiment du bien commun, de l'espace commun, et de la manière, ou en tout cas d'une manière la plus horizontale possible, collaborative et partagée. Voilà, donc je terminerai là-dessus, avant de passer la parole à Initial. On prendra des remarques et des questions à la fin des 3 présentations, si vous voulez bien. On va enchaîner avec l'intervention de Initial Paysage. Et donc merci Rémi pour cette présentation, où on se rend bien compte que réorganiser, mettre en scène, faire coexister espace nourricier et espace urbain, c'est la passion que Rémi partage avec sa famille, avec son territoire, avec le pape, avec la profession des paysagistes. Merci. Donc oui, on accueille donc à la table pour continuer à illustrer l'approche du paysage de l'après-pétrole. Joséphine Billet et Paul Pintreau, donc de Initial Paysage, qui ont eu l'occasion au sein du PAP de rencontrer Solagro, qui est un bureau d'études en agronomie, avec lequel vous avez travaillé sur des prospectives 2050, sur la question de se nourrir, cultiver, élever des animaux. Et donc, avec votre regard de concepteur, vous allez nous présenter ce travail. Merci.
Bon, déjà, je tenais à remercier toute la FFP qui nous accueille ce matin. Pour finir cette matinée, on va vous présenter un projet qui s'appelle la campagne des paysages d'After, que vous pouvez voir tous sur votre gauche, qui a été affiché spécifiquement pour la présentation de ce matin. Donc un des premiers projets en fait, qui a été impulsé par le collectif Paysages de l'après-pétrole depuis sa création. Un projet financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie et qui a été en fait réalisé sur une idée de notre bureau d'études initial paysagiste. Et cette campagne s'appuie sur un scénario agronomique qui s'appelle After 2050, qu'on retrouve ici et qu'on vous présentera, et qui propose en fait une vision de l'agriculture et de l'utilisation des terres en France à l'horizon 2050. Donc nous, un peu notre idée, c'était vraiment de monter une collaboration interdisciplinaire, constructive, avec des agronomes et des paysagistes pour représenter en fait les paysages que l'on pourrait voir si on effectuait une transition agricole proposée par le bureau d'études Solagro. Voilà, donc on va vous faire peut-être dans un premier temps une petite présentation de ce scénario pour que vous puissiez bien comprendre les fondements et ensuite on vous développera la démarche pour arriver à la création de ces posters. Et je propose aussi à toi, Paul, qu'on parle assez fort, non seulement pour les gens du fond, mais pour tous les gens qui sont dans le couloir aussi, qui n'ont pas pu trouver de place. Et je tiens à remercier tous ceux qui restent au-delà de la troisième intervention. C'est très chouette que vous restiez là. Bon, après, vous êtes peut-être bloqués aussi, mais bon, c'est parfait. Donc, le scénario After 2050, il a démarré d'abord sur un constat en fait de l'état critique de l'agriculture en France aujourd'hui, au regard notamment des questions de l'environnement, de la qualité de l'eau, mais aussi d'une mauvaise alimentation. Donc la question qui a été posée par Solagro, c'est: disposerons-nous des surfaces nécessaires pour satisfaire dans des conditions durables nos besoins vitaux, alors que tous les 10 ans, l'artificialisation des sols va consommer entre 60 000 et 80 000 hectares de surface cultivable, c'est-à-dire un département à peu près tous les 10 ans. Donc l'objectif de Solagro était simple, c'était d'apporter des réponses chiffrées, des premiers ordres de grandeur des possibles, mais aussi des marges de manœuvre existantes pour pouvoir engager des débats sur des bases solides. Donc la construction a été assez complexe. Elle se base sur une multitude de données assez différentes qui vont être à la fois des rendements, des hectares, des flux d'azote, des marchandises, des têtes de bétail, des tonnes d'équivalent pétrole, avec un vocabulaire, comme vous le voyez, qui est plutôt basé sur des graphiques et des chiffres, donc qui ne va pas être forcément accessible à tous les publics. Donc la construction va se faire en plusieurs étapes pour reconstruire en fait un mode d'alimentation et répondre vraiment à cette demande qu'on a aujourd'hui d'amélioration de l'alimentation humaine en priorité. Donc Solagro a établi, vous le voyez sur ces schémas-là, ce qu'ils appellent l'assiette de 2050 avec une meilleure répartition de notre consommation journalière en grammes par personne, qui va fournir en fait un premier appui concret pour développer tout le scénario. Donc là, par exemple, en 2050, ce qu'on propose, c'est de réduire notre consommation de fruits et légumes, de viande, de lait, mais d'augmenter aussi notre consommation, par exemple, de légumineuses et de différents types de céréales aussi qui vont développer dans le scénario. Donc ensuite, les étapes qui vont suivre à cette élaboration de l'assiette de 2050, ça va être des bilans d'approvisionnement pour chacune des denrées qui font partie de cette assiette-là, un système ensuite associé, un système de culture et d'élevage qui sont associés à ces denrées nécessaires, qui vont permettre de calculer des surfaces agricoles pour définir ensuite l'utilisation des sols, etc. Donc à l'échelle nationale, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'évolution de cette assiette va impliquer la mise en place de solutions agronomiques qui, elles, vont forcément modifier nos territoires et venir à modifier nos paysages. Donc dans cette dynamique, le scénario After 2050 annonce plusieurs grands objectifs qui sont déclinés en différents principes agronomiques qui nous permettent concrètement en fait, d'atteindre cet objectif pour favoriser une résilience du territoire et qui vont demander forcément une évolution du système agricole actuel en France. Voilà, Paul, je te laisse entamer maintenant l'histoire de la campagne des paysages d'After qui découle justement de ce scénario.
Donc pour engager cette transition agronomique et cette transition des paysages, donc l'assiette est un moteur important. Hein. On a envie de manger mieux, de vivre plus longtemps, pas crever du cancer ni de diabète. Donc ça, c'était un premier pilier d'After. Mais le paysage, en tant que paysagiste conceptrice, on s'est dit que ça pouvait être un moteur fort pour engager cette transition, pour finalement embarquer tout le monde agricole, hein, que ce soit les agriculteurs, mais aussi les élus, les habitants, pour cette transition écologique et paysagère. Donc on s'est dit que le paysage pourrait répondre à 2 enjeux. Le premier, l'accessibilité à ce scénario. Donc aujourd'hui, si vous feuilletez un petit peu le scénario, effectivement, vous ne retrouvez que des tableaux de chiffres, souvent pas très très clairs, pas très compréhensibles. Donc pour un citoyen lambda, l'enjeu c'était pour nous de faire adhérer et finalement d'engager cette transition à travers les paysages. Et puis, au-delà de rendre accessible ce scénario, c'était finalement de se l'approprier. Parce que le pas entre un scénario, un état en 2050 et aujourd'hui, il y a un grand pas. Entre des chiffres et une application dans sa vie de tous les jours également. Donc finalement, on s'est dit que remettre une place et remettre l'homme au cœur de cette transition et de ses questionnements et de ses choix, c'était très important. Donc c'est pour ça que dans les posters, vous allez voir, l'homme tient un rôle essentiel et est présent dans les posters, mais aussi dans toute la réflexion de ces paysages. Alors, on s'est dit qu'effectivement, dans les projets de paysage, la question de la représentation des paysages pouvait être un élément clé de ce processus. On le voit aujourd'hui, mais on le voit il y a très longtemps aussi, en 1339 à Sienne. C'est la fresque du bon gouvernement, donc vous avez déjà dû la voir, en entendre parler. Mais effectivement, c'est quand même une représentation paysagère qui est une représentation d'un projet politique fort. Et qui est encore, on peut voir encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui reste longtemps dans les mémoires et qui finalement peut engager un processus de transformation du territoire. Rien que le fait d'avoir une image qui va fédérer tout un territoire et plein d'acteurs autour finalement d'un cadre de vie, d'un mode de vie et qui est celui du bien-être, parce qu'il y a aussi la fresque du mauvais gouvernement. Et donc là, il vaut mieux pas trop y habiter, hein. Donc là, on est vraiment dans une fresque où on assume finalement une vision d'un territoire, une vision politique forte. Alors Sienne, ok. Et maintenant, on s'est dit, dans quoi est-ce qu'on peut finalement essayer d'appliquer, de montrer comment les paysages vont se transformer avec des nouvelles pratiques agricoles. Donc là, moins sexy, hein, vous allez voir, ça va être la Beauce, ça va être des territoires un peu moins accueillants que Sienne. Donc on a croisé à la fois les territoires d'application du scénario After, que sont la région Picardie, la région Centre et la région Île-de-France, avec les territoires où se situe le bassin versant Seine-Normandie. Parce qu'un des financeurs, il faut le dire, il faut qu'on ait quand même un peu des financements pour faire tout ça, c'était l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc, on a croisé ces deux échelles, ces deux territoires, pour en faire de nouveaux. Donc, qui est celui de la vallée de la Thiérache. Donc, il n'y a pas de vallée, on l'a un peu inventé, hein, vous verrez. Le plateau de la Beauce, et puis la métropole parisienne. Puis, on est allé concrètement sur le terrain pour rencontrer les agriculteurs, voir ceux qui avaient déjà engagé cette transition, hein, finalement une évolution de leurs pratiques. Donc là, on a rencontré un agriculteur-éleveur qui, lui, était en conventionnel et puis a décidé de tout arrêter, de passer en bio avec un système de pâturage tournant, système qu'à l'herbe, donc pas d'entrée de soja ou de maïs, etc. Vraiment tout sur sa ferme. On a essayé de voir en quoi, dans le paysage, cette modification de ces pratiques se voyait. On est allé aussi dans la Beauce. Là, au contraire, on n'a pas forcément rencontré d'agriculteurs qui avaient engagé cette transition, mais on a rencontré des acteurs qui essayaient d'accompagner les agriculteurs vers une modification de leurs pratiques. Bon, globalement, on s'est vraiment très très ennuyé parce que je ne sais pas si vous avez déjà traversé ces paysages. C'est une vaste étendue, labourée, marron, monotone, qu'on se fait vraiment... on s'emmerde, quoi, voilà. Donc du coup, l'idée, c'est comment
on arrive à redonner du rythme, une attractivité aussi à ces territoires agricoles, parce qu'aujourd'hui, c'est le désert, là-bas, vous rentrez dans un village, c'est la morne plaine. Donc, il faut arriver à redonner finalement une attractivité à ces territoires, et ça passe par finalement une modification de l'agriculture. Alors, au cœur de la métropole parisienne, il y a du monde, c'est l'inverse. Mais la question de la compatibilité entre les activités urbaines et les activités agricoles sont parfois conflictuelles. Donc là, c'est arriver à trouver finalement un équilibre et puis un respect mutuel des usages. Concrètement, après tout ça, donc on a récolté quand même de la matière, des données. Il a fallu le transformer en images, en représentation graphique. Donc en fait, voilà, donc associé à ces repérages de terrain, on a fait des recherches aussi complémentaires et une analyse du scénario pour pouvoir monter en fait une méthode de traduction de ce scénario et pour l'adapter à un nouveau public en 2 phases. La première phase, ça a été vraiment de créer un outil pour classer déjà ces multiples données et ensuite d'avoir un outil pour traduire de manière graphique toutes ces données. Donc on a monté une matrice de traduction des principes agronomiques en éléments paysagers qui fonctionne comme un tableau avec en abscisse, on va avoir tous les objectifs, donc les grands objectifs d'After 2050 qui sont déclinés chacun en différents principes agronomiques. Et en ordonnée, on va avoir plusieurs échelles de paysage, de l'échelle XXS, l'échelle de la cellule, l'échelle du ver de terre, à l'échelle XXL qui est celle de l'horizon lointain, de la mise en réseau de tous les acteurs du territoire, par exemple. Et pour chaque case, on a essayé, quand cela était le plus cohérent, de pouvoir dessiner en fait les éléments paysagers associés en fonction du principe agronomique mis en place sur le territoire. Et voici par exemple le tableau de la TIRH qu'on a élaboré. Et en fait, on voit qu'il y a toute une nouvelle complexité en fait, dans ce tableau-là qui témoigne en fait de la complexité qu'essaye de retrouver Solagro et de faire retrouver par des principes agronomiques qui deviennent d'autant plus complexes et qui complexifient en fait aussi ce paysage-là. Donc, comme je disais, pour chaque case, on a essayé de dessiner et d'expliciter chaque principe agronomique. Et en fait, ça va faire ressortir sur chaque territoire tous les enjeux en fait, paysagers et tous les enjeux de cette agriculture-là. Voilà, donc on le disait, on a fait aussi des recherches complémentaires pour certains principes agronomiques, par exemple, qu'on ne trouvait pas sur certains territoires. On s'est beaucoup inspiré du site OSAE, Oser l'agroécologie, qui a été élaboré notamment par Solagro en partenariat avec différents agriculteurs qui, eux, essayent justement d'effectuer une transition et qui nous ont donné justement une idée de comment on spatialise en fait ces principes agronomiques sur le territoire. Voilà, et donc si on rentre un peu dans le détail, donc ici, dans le tableau de la TIRH, on a choisi de vous présenter l'objectif vers une autonomie énergétique avec un des principes qui est la valorisation du bois bocager. Donc à l'échelle XS, on va avoir le bois plaquette, donc la petite plaquette, le bois en fait qu'on va avoir dans la main. À l'échelle M, on va pouvoir avoir par exemple toute la structure, tout l'équipement, toutes les machines. Et à l'échelle XXL, on va avoir le réseau d'équipements à l'échelle territoriale qui va permettre de mettre en place des chaufferies et d'alimenter en fait différentes communes. Et ensuite, la deuxième étape, puisque maintenant on arrive à avoir presque ce champ lexical en fait paysager pour chacun des territoires qu'on a étudiés. La deuxième étape, c'est cette traduction en images, cette construction en fait d'images. Et là, on le voit, il y a bien 2 étapes. La première, on le voit qui n'est pas du tout aboutie, où on va simplement juxtaposer en fait les éléments. Et on voit bien que sur l'image du dessus, qu'on n'a pas vraiment de cohérence. On n'est pas encore à un système et une image paysagère. Et ça, c'est vraiment le travail du paysagiste qu'on a élaboré, de redonner en fait une structure avec justement toute la matière qu'on avait vue sur le terrain et toute l'inspiration qu'on avait du territoire qu'on avait repéré pour commencer à créer vraiment des images paysagères et des histoires en fait et des liens entre les différentes situations qu'on pouvait voir sur le territoire et qui se déclinent.
Voilà, donc on a composé vraiment ces images avec notre regard de paysagiste. Et dans le cadre, par exemple, de la Thiérache, on a décidé en fait que chaque village avait une thématique. Et ici, par exemple, c'est la poursuite de l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure vers une autonomie énergétique et la valorisation du bois bocager, où on voit à la fois la plantation de haies, à la fois les tailles, à la fois comment la machine va pouvoir passer du bois et des rémanents aux plaquettes qui vont être stockées et qui ensuite vont fournir la chaufferie dans le village voisin. Voilà, donc maintenant on va passer plutôt à une étape de description en fait, et de construction de chacune des 3 images. Donc Paul, je te laisse commencer par la Thiérache. Donc on a pris un format assez large pour qu'on puisse être immergé dans ces images. On a composé finalement d'abord une armature paysagère, hein, comme vous disiez Joséphine, une structure géomorphologique. On a accentué le territoire de la Thiérache avec cette vallée au centre, qui est un peu la colonne vertébrale de l'image, ces vallons. C'est un territoire assez vallonné, avec finalement, en remettant en place aussi toute une structure bocagère qui va créer ces plans successifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Thiérache, l'une des problématiques majeures, c'est le retournement des prairies permanentes pour faire du maïs et l'arrachage des haies pour agrandir les parcelles. Donc c'est aujourd'hui une transformation majeure qui est en train de s'opérer sur ces territoires. Donc là, on a à l'inverse on a à contre-pied de ce courant agricole, qui est bien de réinstaller ces maillages bocagers en leur redonnant une valeur par la filière bois-énergie, tout en ayant une gestion durable des haies. Et puis, en réinstallant vraiment au cœur du système la vache, c'est-à-dire faire tout un système paysager basé sur l'herbe, la prairie, redonner une valeur à l'herbe, une valeur fourragère très forte. Et donc ça demande effectivement une grande technicité des agriculteurs, hein. C'est presque un nouveau métier qu'il faut apprendre, hein. Donc vous voyez au premier plan un groupe de personnes, d'agriculteurs en fait, qui regardent bien la diversité des plantes qu'ils ont. Donc on pourra voir plus précisément sur les posters après, hein, si vous ne voyez pas bien. En bas à droite, ils regardent en fait finalement vraiment la diversité végétale qu'ils ont sur leur prairie et savoir exactement quand est-ce qu'ils peuvent mettre leurs vaches. Donc on va avoir cette échelle-là, mais aussi toute la filière, donc comme le disait Joséphine, hein, là on a axé sur les filières de production relocalisée, à la fois de la production jusqu'à la valorisation, la commercialisation, la consommation. Donc on a la filière notamment de vergers qu'on remet en route avec la consommation de pommes, la transformation en jus de fruits, etc. Donc là, on a voulu thématiser chaque village avec ces questions de filière bois-énergie, filière liée à la pomme, la filière de l'herbe et la méthanisation également, parce que c'est un territoire d'élevage, donc on va pouvoir valoriser aussi la bouse de vache, on en a parlé tout à l'heure, mais pour de l'énergie. Donc maintenant, on va passer à une autre image, donc sur le territoire de la Bosse. Effectivement, donc comme commençait à le dire Paul tout à l'heure, hein, un territoire qui paraît très très plat. Et en fait, dans la construction de l'image, l'idée ça a été de la construire sur 4 grandes bandes horizontales, notamment le ciel, la surface agricole, une bande de terre qui est vraiment où on redonne une visibilité à une bande, la première bande de sol en fait, le premier mètre, et le sous-sol qui est la nappe phréatique qui constitue presque un quart de l'image et à laquelle on souhaite donner vraiment une visibilité puisque pour l'instant elle est invisible alors que c'est vraiment l'enjeu majeur de ce territoire puisqu'on est sur un plateau, c'est très difficile de conserver l'eau et une nappe phréatique, une des plus grandes d'Europe qui est très très polluée pour le moment et dont en fait tous les captages d'eau sont en train de s'arrêter les uns après les autres par justement un surplus de pollution et dû à cette agriculture très très intensive qui utilise énormément d'engrais et d'intrants et de pesticides. Voilà, donc une construction qui nous laisse voir aussi à l'horizon tout ce qui va être les bosquets, les villages, les éléments ponctuels en fait qu'on voit et qui ponctuent justement cet horizon très plat.
Et en fait, on a tout construit quand on zoome en fait autour de cette bande de sol qui est très importante parce qu'elle fait justement le lien entre le sous-sol et la surface agricole. Et elle est rendue en fait vivante pour cette fois-ci plutôt la valorisation du ver de terre, où on essaye de redonner en fait un maximum de fertilité à ces sols par une augmentation aussi de la biodiversité et des pratiques agricoles qui vont être beaucoup plus favorables, où on essaye d'éviter au maximum le labour. On essaye de semer, de faire des semis sur des parcelles qui n'ont pas été retournées. On va essayer aussi de préserver en fait des espaces de friche ou des bandes enherbées qui vont permettre aussi à de nouveaux usages de s'implanter. Mais l'idée des bandes enherbées, c'est aussi ce qu'on appelle une infrastructure agroécologique qui permet aussi la niche de certains auxiliaires. Et on va réduire énormément la taille des parcelles aussi, qui sont aujourd'hui très très larges, souvent plus de 100 hectares. Et en fait, on va les réduire pour permettre aux auxiliaires de passer d'une bande enherbée à une autre et d'une infrastructure agroécologique à une autre, qui va permettre justement de préserver cette biodiversité dans les sols. Donc en fait, c'est vraiment cette bande enherbée un moyen de faire une rotule aussi entre l'espace visible et l'espace invisible, et qui est en fait... qui a été réalisé et conçu comme une bande schématique en fait, où on voit à la fois la plante, les associations de différentes plantes, des légumineuses et des céréales, qu'on ne va pas récolter forcément au même moment, ou parfois qu'on va récolter au même moment mais trier de manière différente, avec un lien important entre la plante et sa racine, et comment la racine va aussi chercher de l'eau, mais aussi l'humus qui va être fait grâce au ver de terre. Voilà, donc... énormément de choses très très riches en fait, et un sol qui est rendu vivant par des pratiques agroécologiques intéressantes. Et là, juste pour... vous voyez, les agriculteurs descendent de leur tracteur, hein, parce qu'aujourd'hui, tout est piloté dans la Beauce, hein, ils sont hyper riches, donc ils pilotent leur tracteur depuis leur canapé. Donc là, l'idée, c'est bien que les agriculteurs connaissent leur sol, leur terre, réidentifient ce qui fait leur écosystème, en fait, et descendent de leur tracteur pour finalement être sur leur terrain et savoir quoi faire au bon moment. Ils élèvent du ver de terre, quoi, en fait, c'est un peu ça. Et donc à l'échelle vraiment de tout le plateau, l'idée a été donc comme on le disait tout à l'heure, un des grands principes qui permet justement d'éviter ce paysage très très plat, très très vaste, cette monotonie, c'est justement ce jeu en fait sur une rotation beaucoup plus rapide des parcelles, qui donne en fait, si on réduit aussi la taille des parcelles, cet effet en fait de rythme en fait quand on traverse ce paysage-là, et on a décidé aussi, en plus de ce système à l'échelle du plateau, de réimplanter l'arbre, mais pas de le réimplanter en plein milieu des parcelles, mais d'assumer en fait des projets d'agroforesterie intraparcellaire en ceinture des villages, pour permettre en fait une transition à échelle plus humaine entre le village et les parcelles agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les parcelles agricoles qui sont à même le village, et là, l'idée, c'est d'avoir en fait une ceinture verte qui permette de loin aussi de pouvoir différencier un simple bosquet d'un village qui est entouré aussi par ces alignements d'arbres un peu plus espacés. Donc pour finir, la métropole parisienne. Donc, vous voyez une structure générale. Paris n'est peut-être pas finalement le cœur des préoccupations, qu'on a mis en arrière-plan. Et en premier plan, on a situé finalement ces grands territoires agricoles qui sont aujourd'hui au cœur de la métropole parisienne. Donc, vous avez certains exemples d'actualité qui sont... Triangle de Gonesse avec Europa City, ou même le Saclay. En fait, finalement, c'était remettre au cœur des discussions et des débats, bien ce que tu disais, hein, Rémi, la question des terres fertiles aujourd'hui, où elles ne sont pas sur les toits, hein, où on doit reconstituer un sol, où on doit faire monter l'eau au 6e étage. Non, là, les terres aujourd'hui sur lesquelles on doit cultiver, c'est celles qui sont en périphérie de Paris, proches de Paris, qui sont au cœur de la métropole. Et donc c'est la construction de cette image-là, on l'a bien voulu, on a voulu qu'elle soit, qu'elle mette en avant vraiment cette question des terres agricoles fertiles au cœur de la métropole. Donc
c'est un cadrage voilà, qui offre un parti pris fort, comme pour la bosse, hein, où on avait cette dimension de nappe phréatique très présente. Et c'est ce que nous permet le dessin, la liberté du dessin aussi, de montrer l'invisible. Là, on va effectivement montrer que ces terres agricoles peuvent avoir un rôle fort pour alimenter la métropole, avec tout un circuit finalement de vente, de système de vente, pour retisser du lien entre les consommateurs et le producteur, que ça soit plus direct. Un peu, je ne sais pas si vous connaissez le mine de Rungis, le marché d'intérêt national, voilà. Eh bien, effectivement, lui, donc c'est un grand aspirateur, un trou noir, hein, qui aspire l'origine des produits. Donc souvent, on dit, la viande, ne vous inquiétez pas, c'est de la qualité, ça vient de Rungis. Donc on se dit, bon, alors il y a un petit décalage, on ne sait plus, aujourd'hui on se pose vraiment cette question, hein, de l'origine des produits et de la qualité. Donc là, ce qu'on voulait ramener, c'était finalement cette idée que le lien peut être beaucoup plus direct, qu'on a la potentialité de se nourrir avec les terres qui sont autour de Paris. Alors pour ça, il va falloir que les terres autour de Paris se modifient également, les pratiques agricoles, les agriculteurs. Ça veut dire une diversification de l'agriculture. Donc les grands céréaliers qui sont aujourd'hui sur ces terres vont devoir finalement céder une partie de leurs terres pour faire venir d'autres agriculteurs, donc resserrer leur parcellaire, diversifier leur production, pas que de la céréale, hein, mais plutôt des légumes, du maraîchage, et aussi de la valorisation directe, de la transformation. C'est là aussi où on dit que le métier d'agriculteur va devoir se transformer, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent valoriser directement leurs produits, donc le transformer en yaourt ou en fromage ou autre. Donc j'arrive du coup à la question des petits blasons, justement, pour relier aussi ce scénario After 2050, qui est un scénario agronomique, mais aussi un scénario alimentaire. C'est pour montrer que, donc c'est une forme d'allégorie, hein, de ce lien vertueux qui existe entre le paysage, la production et l'alimentation. Donc on a choisi 3 plats emblématiques par paysage. Donc le premier, c'est la tarte au maroilles. Oui, c'est très bon, goûtez-la. Donc c'est montrer que finalement on pouvait redonner une qualité aussi à ces produits, hein, et derrière c'est tout le système de production qui tient grâce à ça. Donc manger du maroilles. Ensuite, pour le territoire de la Bosse, c'était la bière, donc la transformation derrière aussi du blé et du houblon, et puis l'agroforesterie avec la question des œufs. Bon, ça c'est pour le parcours à volaille, et le pain. Et ensuite, pour la métropole parisienne, c'est une soupe de légumes. C'est très simple, mais avec des légumes qui ont été produits proches de Paris. Donc on avait vraiment envie de montrer que finalement ces paysages du futur, oui, mais très proches, en 2050, c'était des paysages dans lesquels on allait bien manger, on allait rencontrer du monde dans la campagne, et puis qui finalement étaient désirables et accessibles, parce que vous voyez, c'est quand même des paysages qui ne semblent pas futuristes, avec des secoupes volantes, etc. Non, c'est peut-être des paysages qui existent déjà. C'est infime en fait le changement. C'est infime, mais derrière, ça demande des gros efforts, mais finalement dans le paysage, c'est quelque chose qui ne va pas nous bouleverser tant que ça. C'est quelque chose qui va être là tranquillement, mais qui demande un sacré effort de changement d'habitude, de pratique, de savoir. Mais voilà, c'était des images qu'on a voulu finalement crédibles, et puis qui présentent un paysage dans lequel on est, c'est-à-dire avec des personnages, hein, parce qu'il y a au moins 5000 personnages dans les posters, hein, où vous allez voir, vous allez peut-être vous retrouver, vous raconter des histoires à l'intérieur, et puis imaginez aussi l'homme, non pas que dans les posters, mais comme celui qui regarde aussi ces images. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous poser aussi la question de votre engagement vis-à-vis de la transition. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre territoire, et comment engager le débat aussi autour de cette transition, et de votre manière de manger, de votre manière de vous déplacer, de votre manière de consommer, un peu tout ça. Donc il y avait plusieurs ambitions au travers de la question de la représentation des paysages.
Voilà, donc en fait, vis-à-vis de Solagro, on pense avoir répondu justement à leur enjeu vraiment de communication de ce scénario à un public plus large, sur la base justement de cet outil qui va appeler à l'imaginaire, qui est plutôt un outil sensible, mais qui permet justement de débattre, de mettre en projet les territoires, puisqu'il aborde en fait différentes thématiques, et presque toutes les thématiques comme habiter, se nourrir, se déplacer, qui sont des enjeux en fait qui touchent tout le monde aujourd'hui et qui touchent aussi les gens que nous serons demain. Et vis-à-vis de pape, parce qu'on est aussi papiste, pour nous, voilà, ces trois images-là, c'était vraiment réaliser en fait un état souhaité en 2050, donc peut-être une vision, mais qui valorise aussi le potentiel paysager de ces territoires par une représentation graphique et une représentation surtout d'une culture du bien commun qui est le territoire. Et ça, c'est vraiment un principe qu'on défend tous à Pape, ce bien commun. Et qui permet aussi à chaque papiste, mais aussi à tous les gens avec qui on partage ce travail qui est complètement ouvert, mais de pouvoir interpeller sur des questions justes et légitimes qu'on peut se poser dans le cadre d'un contexte de changement climatique qu'on vit comme aujourd'hui, où on vit tous une urgence aussi de repenser à la fois nos modes de vie, mais aussi d'aménagement de nos territoires. Et ça, pour nous, c'est très important aussi de s'engager en tant que paysagiste et de voir que ces images, en fait, elles vont d'une certaine manière influencer aussi notre processus de création, notre manière de faire du projet. Elles sont justement ce qu'on a envie d'atteindre en 2050. Comme le disait Odile Marcel, c'est aussi un guide justement pour notre engagement professionnel d'une certaine manière. Et pour nous, c'est vraiment important d'intégrer en fait toutes ces valeurs du collectif Paysage de l'après-pétrole, toutes ces valeurs en fait qu'on défend au sein des projets de conception, des projets de développement justement de nos territoires, de conception et de transformation spatiale de nos territoires pour justement qu'ils soient dignes en fait de ce qu'on appelle l'après-pétrole aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc on a construit cette expérience de paysage avec l'entrée philosophique qui nous ouvre un champ réflexif sur l'évolution de la conscience du paysage. Et puis ensuite, ces deux présentations de paysagistes concepteurs engagés dans le collectif qui nous questionnent aussi sur les nouvelles responsabilités du paysagiste en tant que concepteur, médiateur et acteur des transitions. Donc on va prendre un petit temps de débat sur ces questions-là. Et juste avant, je vais demander à Auréline Doro et Gaëlle de Désert, qui sont membres du bureau Pape, de vous expliquer comment est organisée l'exposition pour que vous ayez en sortant une lecture plus simple de l'exposition. Qui est comme un observatoire des paysages de l'après-pétrole qui ont commencé en fait ces démarches paysagères et qui vont vous expliquer rapidement les critères. Et ensuite on fera débat, comme ça vous aurez eu un panel suffisant pour pouvoir poser des questions. C'est vraiment 2 secondes. Ouais, c'est vraiment 2 secondes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc on fait partie effectivement du collectif Paysage de l'après-pétrole, comme un certain nombre de personnes présentes dans cette salle. Donc l'idée de cette exposition, elle est née aussi elle est née de la volonté du collectif de diffuser les messages du collectif au-delà du public peut-être plus classique, qui est celui des concepteurs déjà intéressés par ces questions-là. Donc d'élargir un peu le public intéressé par les transitions de façon plus générale. Et donc le média exposition était très pratique pour cela. L'objectif aussi était de démontrer que les paysages de l'après-pétrole existent déjà. Donc on a sélectionné 15 expériences de territoire à différentes échelles, portées par différents acteurs, qui sont répartis de façon géographique en France, de façon, on espère, à couvrir une diversité aussi de paysages et de territoires. C'est des expériences qui sont incomplètes, mais qui sont très intéressantes pour justement rebondir
sur cet existant et pouvoir proposer, à partir de ces expériences-là, un développement plus large de ces techniques d'après-pétrole. Du coup, on a essayé de lire en fait chacune de ces expériences avec notre analyse paysage de l'après-pétrole qui vous a été présentée ce matin. Et ça nous a aidé un peu à identifier 5 critères qui, pour nous, sont assez constitutifs de ces expériences. Donc le premier, c'est de partir des ressources locales et renouvelables des territoires. Le second, c'est de travailler en des projets qui ont une certaine multifonctionnalité dans leur manière d'organiser l'espace. De les travailler en croisant au maximum les disciplines et les regards des gens qui les conçoivent. De les travailler en impliquant au maximum les habitants. Et de penser toujours à la beauté et l'harmonie qu'ils vont pouvoir générer. Donc avec cette grille un peu de lecture, on a essayé d'organiser, donc vous verrez, il y a 5 totems distincts qui correspondent aux 5 critères. Et on a sélectionné donc des territoires qui ont particulièrement mis l'accent sur l'un ou l'autre ou plusieurs de ces critères. Sinon, très formellement, l'expo, elle se compose de 3 niveaux de lecture. Un premier qui est vraiment visuel avec une grande image qui permet de rentrer un peu dans le territoire en question. Un second qui précise cette analyse qu'on vient faire. Et un troisième niveau plus synthétique. Sinon, oui, l'objectif est qu'elle soit itinérante. Donc à partir de maintenant, elle va pouvoir circuler dans les différents territoires, soit qui sont présentés, soit qui sont intéressés pour aborder ces questions-là. Donc peut-être aussi vous pouvez être intéressé pour la présenter par chez vous. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci. Merci. Venez vous asseoir. Alors, y a-t-il parmi vous des remarques ou des questions qui seraient posées à tous les intervenants que vous avez entendus ce matin? J'essaie de faire passer le micro portable. Oui. Donc, Jacques Coulon, je suis paysagiste. Les présentations étaient très très intéressantes. Ce qui est compliqué, c'est de resituer. Bien parler fort, mais c'est peut-être insuffisant. Non, c'est bon. Évidemment, c'est une question globalement très très intéressante. Je pense que personne dans la salle peut ne pas être d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça devient une espèce d'évidence très puissante, mais je pense à l'histoire du paysage dans le temps. Pour moi, le paysage, c'est un bilan. C'est avant tout un bilan. Le paysage, c'est pas le fait des paysagistes. Les paysagistes observent finalement le paysage qui s'est fabriqué avec des raisons qui sont tout sauf esthétiques. C'est-à-dire qu'elles ont été fabriquées par une suite pour nourrir quand même, avant tout, et la logique de l'activité à fabriquer l'esthétique. Et ce qui est assez, je dirais, extraordinaire, je dis toujours, finalement, le paysage ne se démode pas. C'est-à-dire qu'on n'est jamais devant un paysage en disant j'aime pas ce paysage, je vais démoder. Pourquoi? Parce qu'il est en adéquation permanente et en réévaluation permanente, en reconstruction permanente. Ça, c'est le paysage qu'on observe. Il n'a jamais été fait pour des raisons esthétiques. Je n'ai jamais vu un agriculteur, j'ai déjà dit, mais c'est important, faire un virage avec sa charrue pour dire que ça sera plus beau comme ça. C'est-à-dire qu'il travaille dans une vraie logique, dans une mise en logique entre l'énergie mise en place, l'efficacité des moyens, une écoute plus ou moins sensible qu'il a effectivement sur la qualité, sur ce qu'il préserve, sur ce qu'il construit. Et ça fabrique de l'esthétique. Ça, c'est assez important. Et pour moi, les paysagistes, en fait, et ma pratique du paysage pendant une bonne quarantaine d'années, ça a été quand même de me nourrir de ces images. Et finalement, les paysagistes ont été, je dirais, des prédateurs culturels de la structure agricole, admirant tous ces situations et s'en servant d'une certaine manière pour faire des projets qui n'étaient pas du tout là-dessus parce qu'il n'y avait pas de projet sur le monde agricole. Les projets, c'était des projets de type urbain où en fait on réassimilait des acquis esthétiques de pratiques agricoles pour les transformer et les réamener
au milieu des urbains qui, eux, n'en avaient plus de ces références. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce que vous nous annoncez et qui, moi, m'intéresse, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre petit livre, Paysage d'après-pétrole, que j'ai lu avec attention et intérêt, c'est me dire que finalement, aujourd'hui, on retournait un peu les choses et on se demande si le plan de paysage n'est pas un déclencheur pour reconsidérer l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'on se pose dans un autre sens. Ma question, elle est comment? Parce qu'effectivement, on est d'accord sur toutes les pratiques vertueuses qu'on pourrait avoir face à l'agriculture. Ce qu'on ne voit pas, c'est les leviers qu'on a, quels moyens on a. Nous, ça nous arrive, on est confrontés, on a des agriculteurs qui ont 1000 hectares, voilà, ils ont 1000 hectares, ils font moitié patate, moitié betterave, et puis pour les faire changer d'avis, qui va leur faire changer d'avis? Et quand j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire on va bien, ils vont bien être obligés de, il faudra bien que, voilà, c'est ma question. C'est beaucoup de questions en même temps. On est plusieurs à pouvoir répondre avec beaucoup de dynamisme aux différents questionnements. Ce sont des questions un peu vastes aussi. Et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour y répondre. En tout cas, la question est posée de savoir comment se sont composés les paysages du passé. Ça paraît un peu difficile d'imaginer que les agriculteurs d'autrefois avaient la mentalité des agriculteurs d'aujourd'hui. Ils étaient certainement dans une vision plus complexe des nécessités et de l'objectif. Et ça paraît clair aussi qu'ils avaient un souci du meilleur qui pouvait aller jusqu'à le souci de la forme. On ne peut pas imaginer que les hommes, dans le passé, étaient dissociés entre l'utile et le beau comme nous le sommes aujourd'hui. Donc les paysages du passé, ils ont quand même procédé d'un sens de configuration qui était à la fois fonctionnel, bien sûr, sur l'eau, sur différents critères d'agronomie, mais aussi la forme, malgré tout. Pourquoi est-ce que il y a toute une discussion comme ça de savoir si les hommes, en tant que tels, ont le sens esthétique. C'est une discussion vraiment oiseuse. On sait très bien que le sens esthétique, c'est partagé par l'humanité. Bon, donc je ne peux pas entrer dans cette grande question archivistique, mais je pense que ça mérite examen, c'est sûr, de savoir finalement comment ça fonctionnait dans le passé. En tout cas, la question que vous posez aussi, c'est comment ça va fonctionner aujourd'hui. Bah, puis après, il y a cette question, alors bon, on parle beaucoup d'agriculture, mais c'est vrai que je pense, enfin pour parler aussi de mon cas et puis de la pratique que j'ai pu avoir depuis 10 ans en tant que paysagiste, à essayer de m'intéresser justement aux questions agricoles et à l'espace agricole. C'est vrai, j'ai senti ce besoin aussi à un moment donné de passer la barrière, enfin de passer de l'autre côté, parce que finalement justement pour travailler l'agriculture et faire ces paysages, il y avait ce sentiment, en tout cas pour moi, qu'en étant dans la matière, ou en la fabriquant, bah finalement oui, c'est là où en tant que paysagiste aussi, et puis c'est quand même le cas, même si ça reste assez marginal, mais on voit quand même aujourd'hui plusieurs paysagistes, notamment jeunes paysagistes, qui deviennent aussi pratiquants, autrement, ou agriculteurs, ou nourriciers, parce que justement, pour engager ces transitions, ou les proposer, ou ce que je disais, les imaginer, c'est finalement en étant dans cette position aussi possible, qu'on arrive à tester ces nouvelles formes et à permettre cette transition. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur le projet agricole général, les leviers sont assez faibles. En étant moi maintenant du côté enfin justement vraiment dans ce milieu agricole, l'espace agricole classique ou conventionnel, c'est sûr que les outils du projet, enfin qui le régissent ou qui l'encadrent, sont très durs à modifier ou à investir. Parlons des façons dont c'est en train d'évoluer. Encore une fois, le fait de passer d'un système agricole à l'autre, c'est pas une question paysagistique, c'est une question de survie. Donc la mutation, elle s'annonce, elle est encore minoritaire, mais on peut supposer que c'est tendanciel et que bon, après ça pourrait s'accélérer et devenir des choix de société. Mais il y a un moment où, c'est ça notre objectif, où les règles professionnelles vont se transformer. C'est-à-dire, comme on aura un but agro-environnemental, on aura aussi des règles de fonctionnement, de comment on fait fonctionner un terroir, je pense qu'elles l'ont très bien montré, et le projet agricole va se transformer. Et donc, on aura des agriculteurs qui seront eux-mêmes sur des compétences agro-environnementales et aussi d'aménagement. C'est-à-dire qu'on retrouvera, encore une fois, excusez-moi, cette compétence aménagement qui faisait autrefois partie du potentiel de l'agriculture, en tout cas très clairement au XIXe siècle. Tous les ouvrages de Régis Ambroise le démontrent. La compétence aménagement, elle a été perdue de vue parce qu'on a dit l'agriculture c'est économique, c'est productif, alors que ça ne pouvait être productif que si c'était de l'aménagement. Et de l'aménagement lié à l'eau, lié au vent, lié à toutes sortes de choses. Donc les métiers vont se transformer. Et tout à l'heure, je n'ai pas décrit quels étaient enfin si je l'ai dit vaguement, mais nos objectifs, c'est on se dissoudra le jour où tout ça aura changé, et où les règles professionnelles auront changé, et où la façon de faire projet sera de façon concertée, des projets de territoire associant la société dans un projet de société. Ce jour-là, il n'y aura plus de collectif paysage de l'après-pétrole.
je réponds à la question de... Vous vous levez, s'il vous plaît. Oui, comme on est nombreux, c'est plus simple. Pour Rémi Janin, mais souvent les agriculteurs s'influent entre eux et c'est par l'exemple que le changement se fait. Du coup, je me demande si autour de votre ferme, Rémi, les agriculteurs commencent aussi à prendre part à cet aménagement et l'esthétique de leur exploitation. Bah après, justement, c'est une question qui est très culturelle et c'est-à-dire qu'il y a certains nouveaux agriculteurs, justement, ça passe en grande partie par eux, qui ont un profil, qui viennent aussi souvent du monde urbain, qui sont dans cette dynamique. C'est pour ça on sent qu'il y a ce changement qui arrive, par des nouvelles personnes. Et nous, ceux qui sont autour, il y a quand même toujours un peu ce clivage entre agriculteurs conventionnels, où c'est une culture très différente, qui est agricole, du rapport au vivant, du rapport à l'espace, à l'esthétique aussi, parce qu'ils en ont une aussi, la question du beau, ce qu'ils font, ils ont ce sentiment aussi du beau, parfois qu'ils expriment comme le propre, mais il y a quand même une esthétique chez ces agriculteurs, mais après, on sent bien qu'il y a ce mouvement. Nous, on a d'autres résonances avec d'autres agriculteurs qui sont plus proches du modèle agricole dans lequel on est engagé, mais c'est sûr, pour rejoindre la question que vous posiez, ça passe par la formation, à la fois dans les écoles d'agriculture, de paysage, d'autres types d'écoles. C'est par le partage, je pense, du projet dès le début, et de décloisonner là aussi la manière qu'on a de partager le projet, et ensuite d'être professionnel ou pratiquant ou autre, mais dans le projet collectif. Mais c'est sûrement là, en ayant fait aussi moi une formation dans un lycée agricole pour devenir agriculteur, je vois bien le cloisonnement qui est maintenu culturellement et en termes de projet, où la participation au projet collectif est quand même très, très réduite. Alors qu'aujourd'hui, c'est la première question qui est posée, de comment l'agriculture notamment participe à ce projet collectif, et quels moyens on lui donne, et qu'est-ce qu'elle peut proposer, et comment on partage ce projet-là. Oui, allez-y, levez-vous. Linda Leblanc, paysagiste. Alors, il y a la question, une question qui est un peu plus précise, mais qui m'intéresse, c'est la présence humaine et la présence animale, qui est très visible en fait, et dans les objectifs aussi. Très importante dans tous ces scénarios en fait futuristes, pour s'éloigner aussi du passéisme. Et quelle est la relation avec cette mode justement très urbaine qui est végane? Parce que je suis persuadée que la présence animale est indispensable dans un circuit social et général, peut-être avec moins et meilleur, mais on voit comment en fait, l'évolution urbaine, justement des urbains vertueux, et qui sont vertueux, disons on arrête de faire souffrir les animaux, donc on est vegan. C'est une question un peu technique en fait. La question végane, en tout cas un scénario alimentaire vegan ou végan là, ça tient pas du tout la route. Demandez-leur, mais c'est quelque chose qui tient pas la route. Par contre, manger moins de viande, oui. Ça c'est indispensable pour demain, parce qu'on n'a pas suffisamment de terre aujourd'hui pour nourrir tout le monde en même quantité de viande qu'aujourd'hui. Donc il faut réduire sa consommation de viande, mais en mangeant mieux. Et puis derrière, on a quand même des superbes paysages qui sont produits à travers l'élevage. Donc après, oui, la question de le mieux abattre les animaux, avec une éthique différente, ça c'est indispensable. Mais de là à aller dans cet extrême du véganisme, non. Et nous, on est là pour manger mieux. Ça veut pas dire ne plus manger de viande, quoi. Parce que derrière, c'est un système aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a été. Comment on peut se positionner en fait par rapport à ces effets de mode? Parce que là, je trouve que c'est un effet de mode. Oui. Mais on peut voir ça en termes de symptômes, c'est-à-dire que si on a le système industriel, on a des gens qui vont être tellement dégoûtés qu'ils vont dire « moi je ne veux plus de contact avec cette mortalité, ce côté meurtrissant ». Donc c'est un symptôme. Alors après ça, les symptômes, ça fait à bouger, et puis on arrive à cette position de synthèse qui est, la question c'est de pas malmener l'animal, c'est de l'élever avec amour, comme font les éleveurs, et de le tuer avec amour aussi. Donc on thèse, antithèse, synthèse. Oui, J'ai apprécié votre sens critique vis-à-vis des effets de mode également sur la végétalisation des toitures et penser que les urbains vont se mettre à faire leur propre
leur propre assiette de légumes au pied de l'immeuble. On voit bien ce que ça donne dans Paris. Alors moi, je suis un peu, de ce fait, je suis un tout petit peu critique, mais ça vous n'y pouvez rien, du fait de venir au pavillon de l'Arsenal en premier temps pour présenter votre travail, qui est fort intéressant, et l'exposition, parce que la ville de Paris est en plein dans ce schéma qui est très illusoire, qui est non seulement illusoire, mais je vais aller plus loin, c'est que quand ce que vous avez montré tout à l'heure, le Grand Paris, à la fois on vend de la terre agricole à tout va, donc on fait marcher encore le business de l'agroalimentaire et de l'industrie alimentaire, et parallèlement on construit des soi-disant terres fertiles sur des toitures, et ce sont les mêmes industries agroalimentaires et les mêmes industries agrochimiques qui produisent les éléments pour ces illusions qui vont tomber forcément. Donc je pense que Paris n'est pas la bonne ville peut-être que c'est la bonne ville, mais en étant très 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 critique pour présenter tout ça. Mais encore une fois, vous me paraissez un peu vulnérable à la question de ces émergences d'idéologie ou de sensibilité collective qui sont des symptômes de la société, quoi. Si on croit qu'on va aller vers un système alimentaire sur les toits, effectivement, on tombe dans le panneau. Mais la question qu'on peut dire, c'est que c'est une façon de faire réentrer la question du nutritif dans le quotidien des gens qui élèvent trois tomates bien polluées en se disant j'accompagne le vivant. C'est déjà une étape par rapport à la complète inculture du supermarché, où on n'a plus aucune notion de ce qu'il y a derrière l'aliment. Donc c'est une étape de mobilisation. Moi, le fait de voir des pieds d'arbres avec des tas de petites fleurs piétinées, je pense que c'est quand même une façon de faire revenir la question du vivant et la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est piètre et c'est peut-être bousillé. Mais encore une fois, quand on voit que les moineaux ont disparu à Paris parce qu'il n'y avait plus d'herbes et plus d'insectes, c'est une façon pour tout le monde de se saisir de ce sujet. C'est pas insignifiant. Ça déclenche des choses. Après ça, il faut que ça déclenche beaucoup d'autres choses. Oui, mais là, ce que disait Madame, c'est effectivement toutes les politiques qui se sont focalisées sur remettre du vert dans la ville et des moyens du coup en occultant complètement ces terres agricoles qui sont autour de Paris, celles qu'on a été voir hier au Deal sur Saclay, au secours. Mais là, pourquoi ? Parce que aussi l'agriculture doit bouger. Le modèle agricole doit bouger. Aujourd'hui, ces grandes étendues intensives, d'agriculture intensive, ne sont pas valorisantes en fait, ne valorisent pas l'image de l'agriculture. Donc pour donner envie et retrouver une valeur à ces territoires, ces paysages agricoles, il faut les modifier, il faut leur redonner une valeur agroécologique, soucieuse de l'environnement, qui crée plus de liens avec les consommateurs. Et donc ça, c'est pas que l'urbain ou la ville de Paris qui doit changer, c'est aussi les agriculteurs. Et ils en ont tout à fait conscience parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas face qu'à une crise économique, ils sont aussi face à une crise morale. Mais tellement forte, ils ne savent même plus quel est leur métier, ce qu'ils doivent faire. On leur a dit cultiver pour nourrir le monde. Bon, aujourd'hui, ils savent plus quoi. Ils savent plus ce qu'ils doivent faire. Il y a un modèle qui s'effondre. Ils ne savent plus où aller. Et la question, je dirais plutôt une des réponses que peut apporter justement le paysage et le paysagiste dans cette question du monde rural, parce qu'il faut déporter aussi les forces qu'on porte à la ville aussi sur le monde rural. Donc oui, on regarde ce que disait Monsieur Coulon, on regarde les paysages, on est plutôt passif. Maintenant, il faut être actif, s'engager pour la transition dans les territoires agricoles et faire bouger ces lignes. Donc ça veut dire apporter aussi un soutien à cette profession pour revaloriser une image de leur agriculture. Mais juste un mot qui répond à ça. Je pense que dans la logique de ce que vous racontez, finalement, il faut qu'il y ait deux choses. Cette partie très culturelle, je dirais, un changement de mentalité, un côté pédagogique. Derrière des points, vous n'avez pas insisté dessus, mais c'était dans vos chiffres, le fait que l'agriculture dite conventionnelle, je ne vois pas très bien d'ailleurs ce qu'elle est conventionnelle, l'agriculture industrielle est en train de baisser en rendement, et peut-être le tout petit levier qui pourrait le plus relancer les agriculteurs vers un autre regard,
Je pense que ça va être important des deux côtés en même temps, mais ce biais-là est le seul pour l'instant qu'ils écoutent. Vous pouvez aller discuter avec n'importe qui, si on lui dit attends, demain tu auras 10% de moins de rendement, là ils commencent à entendre vraiment. C'est ça, c'est un peu triste, on pourrait dire. Il y a aussi des décisions publiques comme d'indexer le versement des aides agricoles à cette question agro-environnementale. Donc c'est tout le système d'encadrement, de fonctionnement de notre société aux différents niveaux dont on peut imaginer qu'il va pouvoir bouger. Parce qu'effectivement, si on est dans le présent, on ne voit pas très bien comment aller vers l'avenir. Ça, vous avez tout à fait raison. Alors, il faut imaginer que c'est l'ensemble du fonctionnement qui peut bouger. Et encore une fois, vu l'indice d'alerte où nous sommes, qu'on en reste à la façon dont la PAC est actuellement construite, c'est extravagant. Mais ça fait pas mal d'années qu'on essaye de faire bouger la PAC vers un verdissement. Comment c'est ? Simplement, c'est laborieux parce que ça résiste. Mais encore une fois, il faut imaginer que toutes ces choses-là vont s'agréger différemment. Et en particulier, j'ai un peu zappé ça tout à l'heure, que la profession de paysagiste ne sera plus du tout en bout de chaîne sur un petit espace qu'on va rendre harmonieux, mais sera beaucoup plus en amont sur, encore une fois, la façon dont on fait projet en relation avec les ressources et avec la géographie. Et donc la fonction du paysagiste sera tout à fait à côté du roi ou du président. En tout cas, celui qui fait, celui qui décide. La fonction du paysagiste, c'est d'être en conseil de la volonté politique, de la volonté publique. Ce n'est pas d'être, encore une fois, pour améliorer un peu, une fois qu'on a tout décidé, mal. Donc, effectivement, on vient au pavillon de l'Arsenal, mais pour annoncer une bonne nouvelle, c'est que votre profession, pour le moment, elle est magnifique, mais totalement minorisée par rapport à tout ce qui se fait, en fait, en termes de projet. Et il faut donc arriver à une façon de construire l'équipement, l'aménagement, qui remettent en place la hiérarchie des réalités, à savoir le socle, les ressources, ensuite la capacité d'artefact de l'homme, la capacité d'invention culturelle et technique, qui s'adosse à ça sans le détruire, pour qu'on arrive à des sociétés, encore une fois, qui fonctionnent de façon raisonnable. Actuellement, on est dans une dérégulation absolument totale, où prétendument l'économie, ça doit à la fois détruire la société et le milieu terrestre. C'est intelligent. À vous. Oui, bonjour, je m'appelle David, donc je suis content d'avoir pu prendre la parole parce que c'est vrai qu'on était un peu compressé à l'extérieur. Et donc en fait, je prends la parole comme à la fois quelqu'un qui est sensible et proche des paysagistes, parce que je porte une approche qui est celle du design, une approche du design qui est très récente, qui n'existe pratiquement pas en France et qui existe dans le monde anglo-saxon depuis une vingtaine d'années, s'appelle le design écologique. Donc c'est un design alternatif. Et en design écologique, en fait, une des premières choses qu'on dit, c'est que en fait, tous ces projets dont on parle, où il va y avoir une dimension écosystémique, un écosystème, sont des projets controversés, de controverse, et c'est super. D'ailleurs, j'ai appris que M. Latour a été au Schumacher College où j'ai étudié, qui en fait a aussi été l'incubateur des villes en transition dont je fais partie, et qui a été cité avec des impacts comestibles, c'est-à-dire des projets où il y a aussi les habitants. Donc pas des spécialistes ou des experts. Donc je pense que les paysagistes ont un rôle à jouer, mais je pense aussi qu'en fait, ils vont être parmi une pléiade d'acteurs, et que ce soit pour l'agriculture urbaine, la question des véganes ou la transformation de l'agriculture, évidemment les paysagistes vont avoir un rôle à jouer, mais ne vont pas être nécessairement moteurs ou effectivement planificateurs. Je pense que c'est important parce que j'ai aimé la présentation sur cette transposition de matrice entre un scénario qui est quand même très statistique. C'est aussi une vision d'écologie qui s'appuie aussi sur une approche cartésienne, et qui fait une transposition intéressante avec des images. Mais finalement, ça ressemble quand même à une forme de planification douce, même si vous avez dit que les images étaient là pour engager des conversations. Ce que je trouvais qu'il manquait, c'est apparu dans votre dernière slide, on voyait une image systémique. Donc, si vous parlez de systémique, il y a aussi beaucoup l'idée d'émergence, d'organique, de choses qui sont... Il y a une notion de lâcher prise, il faut laisser les choses aussi pousser, il faut expérimenter à petite taille et avec différents acteurs. Donc je pense que les paysagistes là-dessus vont se retrouver comme d'autres professionnels. À partir du moment où vous mettez l'écologie au centre de vos pratiques, ça va évidemment beaucoup les modifier et je pense qu'il faut être très humble et en même temps dans la créativité. Et aussi une dernière chose que je voulais ajouter, parce qu'effectivement la question aussi des paysages, la question du rôle des paysagistes dans l'histoire des paysages, en fait elle existe. Moi j'ai travaillé à une époque dans le monde du vin, on a les notions de terroir, les vignerons, c'est-à-dire la viniculture, la viticulture, ça a une dimension qui est purement agricole, et il y a une dimension de créativité, on fait un vin,
on fait un paysage, vous allez en Toscane, c'est assez évident. Il y a effectivement tout un savoir-faire sur les paysages qui est très important. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce paysage et le savoir-faire sur le paysage sont liés à des connaissances écosystémiques. C'est-à-dire que les paysages se construisent aussi, entre guillemets, naturellement. Et en fait, notre approche, elle doit être de coévolution. On doit aussi faire des liens entre culture et nature, c'est important. Et donc casser en fait ce lien artificiel entre nature et culture. C'est pour ça que je voulais vous poser une question à la fin quand même, à la personne qui fait ce projet à Clermont-Ferrand. Vous avez effectivement évoqué la participation, il y a des mondes associatifs, vous avez parlé des incroyables comestibles. Je pense que, quelle est la part en fait dans votre projet, consciente ou pas, d'associer les gens pour qu'eux-mêmes montent en compétence, faire du co-design donc, et que les gens du coup aient une opportunité d'apprendre sur l'écologie. Parce que l'écologie ça s'apprend en faisant, et pas simplement en théorisant. Voilà. Donc là c'était ma question pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, comme ça on peut en prendre plusieurs? Allez-y madame. Alors moi je m'appelle Angelie, je suis membre du collectif Karma, qui est donc le collectif qui s'occupe du triangle de jeunesse. Donc depuis longtemps nous devions rencontrer les personnes de Solagro et sur ce sujet-là, et donc l'occasion est toute trouvée, et vraiment félicitations pour cette discussion très intéressante. Donc ma question concerne effectivement ce projet Karma. Comment pouvez-vous nous aider? Parce que ce projet se déroule en ce moment, voilà. Et qu'avec nos petits bras musclés, on a quand même besoin d'un bon coup de main, à la fois pour mobiliser des personnes, pour nous aider non pas forcément à structurer ce projet, mais à le faire porter, à le faire essaimer. Donc clairement, nous sommes un collectif. Moi-même, je suis administratrice de Terre de Liens Île-de-France, mais nous avons des paysagistes qui sont dans notre groupe, des urbanistes, des professeurs d'université, des agronomes, etc. Et nous avons clairement la volonté de rester un collectif et non pas de nous structurer de manière plus approfondie, parce qu'on pense que le projet Karma pourrait tout à fait essaimer sur d'autres territoires et servir aussi un petit peu comme le projet qui a été présenté à Faubourg-sur-l'Agro, comme socle qui pourrait donner des idées à d'autres, à leur façon de faire selon les territoires qui sont concernés. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, écoutez, si vous avez des idées, regardez Karma, proposez ce que vous pourriez faire, il y a de la place pour tout le monde. Merci. Merci. D'autres questions, remarques? On en prend une dernière. Oui, Ingrid de Ocampo, architecte urbaniste. Je voudrais simplement connaître la vision énergétique du collectif, puisqu'on parle des paysages d'après pétrole, mais un peu des visions qui sont désirables. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tout ce travail. Mais c'est quelque chose, enfin, je sens un peu comme si on est venu après la bataille en quelque sorte. Donc, quelle est la vision, comment on se déplace dans ce paysage désirable que vous présentez, au-delà de la question de la biomasse qui a été évoquée à plusieurs reprises, mais quelle est votre vision de l'après-pétrole? Nous ne nous improvisons pas des compétences que possèdent les gens qui ont réfléchi sur ces questions. On est en connexion tout à fait étroite avec la dynamique des territoires TEPOS, donc territoires à énergie positive, qui eux-mêmes s'adossent sur le scénario négawatt. Ce scénario négawatt, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut dire sur ces questions, mais il a le mérite d'exister et de placer les choses de façon extrêmement claire dans l'idée qu'effectivement, il faut que nous cessions d'émettre du CO2 pour détériorer la couche atmosphérique. Donc, c'est un enchaînement de compétences. Encore une fois, les compétences paysages, ça vient sur la base de toutes sortes de compétences ingénieriales ou techniques. Et nous cherchons une meilleure articulation entre ces questions de paysage et les questions énergétiques qui sont effectivement quantitatives, abstraites, un peu terrifiantes, en disant que en fait, le projet d'économie, de cesser de gaspiller et d'arriver à des modes de conciliation au niveau de l'isolation des maisons, des modes de déplacement, etc., ça peut donner lieu à un projet de société souhaitable. Donc l'enchaînement des deux projets est déjà acté et on essaye de travailler en bonne cohérence avec cela pour faire que les territoires TEPOS deviennent aussi des territoires d'ambition de paysage. Donc, encore une fois, c'est une chaîne de compétences. La question de, si on peut dire en termes marxistes d'autrefois, la question de l'infrastructure étant parfaitement connectée pour nous à la question de la superstructure. On n'est pas du côté du paysage dans les beautés et la cosmétique, et puis en n'étant pas sur des questions sérieuses, on montre que paysage, c'est gérer aussi les dynamiques, les flux, les quantités d'énergie, et donc il s'agit de remettre les deux choses en connexion. Donc, encore une fois, c'est une façon de réenraciner la dimension du métier
dans son articulation avec d'autres compétences pour aller vers, encore une fois, un projet général de l'équilibre entre la société et le monde tout court. Donc ça fait bouger pas mal de catégories. Par rapport au projet Karma, sur les possibilités de défendre ces territoires. Déjà, merci pour votre intervention. C'est très intéressant, de toute façon, tout ce qui se passe dans cette zone-là. Après, c'est vrai, ça fait peut-être le rapprochement avec la question du monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait peut-être aussi des paysagistes qui s'engagent aussi pour accompagner ce projet-là aussi, pour permettre, voilà, mais donc est-ce que c'est des paysagistes aussi qui travaillent à l'après-pétrole? Parce que faut voir qu'il y a peut-être aussi plusieurs étapes. Il y a d'abord faire du paysage, essayer de le faire bien, de prendre en compte vraiment le paysage et la compétence de paysagiste dans le projet de l'aménagement. Mais après, comment on pense un paysage de l'après-pétrole aussi? Et ça, c'est aussi un autre calque qu'il faut ajouter, et d'intégrer aussi ces valeurs de l'après-pétrole, et en s'appuyant sur des ressources. Donc effectivement, nous on s'est appuyé sur le travail de Solagro, mais il y a aussi des travails en termes, avec le scénario Négawatt aussi en termes d'énergie. Donc c'est aussi énormément de données en fait sur lesquelles il faut s'appuyer. Et j'avais envie aussi de voir, parce que le collectif paysage de l'après-pétrole peut aussi discuter avec vous justement pour voir les perspectives. Mais en fait, j'ai envie d'élargir, c'est-à-dire que le collectif paysage de l'après-pétrole, c'est 51 personnes. On n'est pas que paysagistes. Certes, les paysagistes vont pas forcément être les seuls à effectuer cette transition, bien entendu. On est en train d'ailleurs de réfléchir aux différentes compétences et peut-être aux métiers qui vont aussi apparaître pour justement permettre aussi cette transition-là. Et il y en a, mais le métier, dans tous les cas, on doit repenser le projet de paysage. Et j'ai envie aussi de dire que, comme le disait tout à l'heure Odile, effectivement, un jour, il y aura peut-être plus de collectif, ce serait d'ailleurs positif. Mais aujourd'hui, et je profite qu'il y ait aussi plein de jeunes qui soient là au premier rang, c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi au sein du collectif, à partir de quand on est jeune ou on est vieux. Mais en fait, il y a aussi du travail pour tout le monde. C'est aussi ça, le collectif, c'est qu'on travaille tous sur des territoires différents, sur des territoires avec différentes problématiques. On a tous les âges, mais tout le monde peut justement s'engager en essayant de penser comment son propre métier aujourd'hui, sa propre compétence pourrait être en fait et pourrait nourrir en fait cette transition et la pousser. Donc en fait, l'idée c'est de vous dire aujourd'hui vraiment de vous engager et d'essayer de penser directement à cette deuxième étape en fait, et pas comment on pense le projet de paysage, mais comment on pense le projet de paysage de l'après-pétrole. Merci. On pensait... Voilà. Non, juste là-dessus. Sur Clermont-Ferrand, puis aussi sur Roanne, qui en fait, nous, finalement, on travaille de plus en plus avec la société civile ou de manière horizontale, en tant que paysagiste ou avec d'autres. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, en fait, cette position d'être plus avec et pas forcément pour, et d'accompagnement, quoi. Et sur l'exemple de Roanne, justement, qui est une zone d'activité, voilà, où il y a une sorte de projet alternatif qui a été proposé. C'est une commande qui vient de la société civile, qui du coup a fait appel à nous pour différentes raisons, en tant que paysagiste, ou en tout cas en tant que de pouvoir porter une approche spatiale. Et finalement, on voit bien qu'il y a cette envie très collective d'investir ces questions de transition, alors notamment nourricière, et de le faire de la manière la plus large possible, et qui pour nous fonctionne le mieux. C'est-à-dire l'exemple de Roanne, par exemple, il y a vraiment eu un vrai projet qui a été discuté, échangé avec des publics très larges, des compétences aussi très, très diverses, notre accompagnement, et qui du coup permet d'initier, de déclencher des projets qui prennent vraiment cette part la plus globale possible dans un territoire. Et c'est vrai que nous, on ressent bien aujourd'hui, par rapport à des projets plus classiques de maîtrise d'œuvre, avec des procédures très cadrées qui viennent de structures publiques ou d'institutions publiques au départ, où le lien avec l'habitant ou le pratiquement, même si ça a beaucoup évolué quand même depuis plusieurs années, mais est finalement toujours assez éloigné, on est sur un moment assez court finalement du projet. On voit bien que d'arriver en amont, d'être dans l'émergence, d'être dans l'échange, arrive en tout cas pour nous à faire des projets beaucoup plus riches, beaucoup plus vivants, et finalement beaucoup plus solides aussi dans les territoires. Et juste pour finir, la ferme pour nous c'est ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, en étant les seuls pratiquants de ce site,
on a eu ce besoin qui était exprimé par d'autres, qui a une forme associative, qui a une forme collective autour, et finalement c'est aussi comme ça qu'on se sent mieux en tant qu'agriculteur dans cet espace, c'est en le partageant avec d'autres qui l'investissent, qui réfléchissent avec nous à sa fabrication et à son évolution. Et je crois que, enfin, moi je le ressens vraiment comme une position possible du paysagiste et qui permet aussi d'avoir cette fonction sociale presque. Donc voilà, et ça rejoint ce que vous disiez sur Gonesse ou autre, c'est vraiment cette dimension collective, quoi, et de positions différentes. Donc juste pour dire une phrase de conclusion, je suis très heureuse de voir que vous partagez notre inquiétude, notre impatience. Et ce qu'on a essayé de vous apporter, c'est la démonstration de compétences qui sont en état d'émergence, de façon manifeste. Et heureusement, donc, dans une société, quand il y a des zones d'aveuglement ou des zones de dérégulation, pour ne pas dire de folie, il y a aussi des compensations avec des anticipations et des fonctions de restitution de choses dont on sent qu'elles deviennent nécessaires. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, on prévoit de pouvoir le faire si jamais ça nous est possible. On anticipe sur le fait qu'on aura besoin de postures de ce genre. Donc, encore une fois, une période comme la nôtre, elle est quand même relativement stimulante, puisqu'on est inquiet, mais on s'engage avec énergie dans l'idée que demain nous attend. Merci. On peut applaudir. Alors, j'entends une chose là, allez-y. Vous voulez annoncer le colloque ? Oui, en fait, on avait aussi envie de tous vous inviter au colloque Paysage de l'après-pétrole qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains au Louvre-Lens. Voilà, donc on espère, voilà, on en reparlera et on espère être très nombreux pour ce colloque-là. Donc PAP à suivre, et la FFP, un samedi par mois, on fait la prophétie du rôle et des nouvelles implications du métier de paysagiste. Et pour clôturer 2 minutes avant que tout le monde se lève, je voulais donner la parole à Régis Ambroise, qui est ici présent, qui a aussi initié le PAP et qui était au sein du ministère de l'Agriculture un des premiers à parler de démarche paysagère. Tu veux nous dire un petit mot de clôture? Je te prends au dépourvu. Merci d'être venu. Beaucoup de choses qui ont été dites, quoi. C'est donc, on se situe on insiste dans ce collectif sur le terme après-pétrole. Pour nous, c'est clair qu'il faut qu'on bâtisse un monde dans lequel le pétrole ne sera plus au cœur du développement. Et du coup, ça nécessite de trouver des alternatives, des parades. Et donc, le pétrole, c'est quelque chose de vaste, qui se répandait partout, de façon simple, pas cher, etc. Si on veut remplacer cette énergie, bien, il va falloir qu'on s'appuie sur les ressources locales, parce qu'on n'aura plus cette chance d'avoir un pétrole qui était très simple d'utilisation, donc à tout conduire, évidemment. Mais donc là, en retapant sur les ressources locales, les énergies locales, les personnes locales, les économies, évidemment, sont peut-être, eh bien, on recentre la question du paysage au cœur de ce projet de développement. Alors que pendant la période importante, le paysage, on n'en avait plus besoin. C'était simplement faire un peu de beau, une fois qu'on a installé des nouvelles des autoroutes un peu dégueulasses, etc. Et on donnait aux paysagistes de pouvoir faire un petit peu de beau sur une petite parcelle de l'industrie. Là, non, les paysagistes qui sont arrivés quand même à comprendre ce que chaque territoire possède comme ressources, des ressources énergétiques, des ressources agricoles, des ressources... Bon, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, il faut recréer, réorganiser tout ça au service d'une société sans pétrole. Merci à tous. Allons voir l'exposition.